En tout cas, voilà. C'est bien que nous puissions comment nous retrouver avec des masques toujours. Par contre, malheureusement, et puis vous aurez compris aussi que on n'est pas tout à fait tiré d'affaire, puisque 19 départements obligent à nouveau les enfants à porter le masque. Donc, 39, pardon, je suis bien en deçà de la vérité. Et donc, ça augure d'un automne, d'un hiver qui est trop rose. Alors, écoutez, faisons, quoi qu'il en soit, toujours attention. J'ai quelques excusés pouvoirs. Sylvie Asselin donne pouvoir à Esther Beuve. Pierre Delacote me donne pouvoir. Martine Lepage donne pouvoir à Alain. À l'époque, Alain en avait deux. Gilles, donc Maliko, donne pouvoir à Martine Savary. Et Bilexine donne pouvoir à Nathalie Lecuir. Voilà. Pour les excuser, donc je dois faire passer la feuille. Nous avons le quorum. Il nous faut une ou un secrétaire de séance qui veut bien s'y coller. On n'est pas allé la chercher, moi. Bien, ok, merci Nathalie. Et on peut reprendre l'ordre du jour avec comment un ajout d'un point supplémentaire dont on se posait la question si nous devions le mettre, si on devait le faire, mais a priori nous n'avons pas encore passé au conseil municipal. Il s'agit du point numéro 4 et du transfert de l'exercice de la compétence infrastructure de charge et recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables au syndicat des énergies, syndicat départemental des énergies de la Manche. Qui est contre le rajout de ce point, qui s'abstient. Très bien, écoutez, merci, donc on va pouvoir le mettre dans l'ordre du jour et on reprend notre ordre du jour avec l'approbation du procès verbal de notre dernier conseil municipal du 16 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce PV? C'est OK pour tout le monde? Bien, on va pouvoir passer au vote, donc il y a des personnes qui s'abstiennent, des personnes qui sont contre, et je vous en remercie. Et on passe au point numéro 2, qui est un point important. Nous allons pouvoir peut-être pas voir le bout du tunnel, parce qu'il ne s'agit pas d'un tunnel, mais d'un rond-point. Le tunnel est en dessous, ouais. Donc vous savez peut-être, hein, ça fait déjà longtemps que l'on parle des problèmes récurrents de l'entrée de l'usine Elévir. Hein, ça fait des années que le sujet est abordé avec des problèmes de sécurité, des problèmes d'encombrement, de circulation. Et donc nous avions, il y a quelques années, déjà rencontré Elévir pour essayer de trouver des solutions enfin à ce problème récurrent. Et donc on a réussi à s'entendre sur la réalisation d'un rond-point au niveau de l'accès d'Elvire. Donc vous avez le plan derrière vous, j'imagine, qui vous montre de quoi il retourne. Donc, et on rappelle aussi, hein, parce que ça c'est, comme quoi c'était un sujet qui avait été abordé il y a plusieurs années, puisque nous avions déjà inscrit depuis de nombre d'années un montant pour pouvoir collaborer à la réalisation donc, de l'entrée, même si au départ on ne savait pas précisément encore quelle forme pouvait prendre la nouvelle entrée de l'usine. Donc on s'est entendu sur un rond-point. Et donc il est inscrit, bien sûr, vous savez, on a déjà parlé, ça nous a été présenté par Emmanuel lors de la présentation du plan pluriannuel d'investissement, un montant pour l'aménagement de ce rond-point. Alors, on le dit bien, bien sûr, il permettra de renforcer la sécurité, ça on le sait, le croisement d'autre part, hein, parce que vous avez aussi la cohabitation, si on peut parler comme ça, entre des piétons, des voitures et des camions, des tracteurs également. Donc tout ça n'était pas simple, il fallait qu'on puisse régler ce problème vraiment de sécurité et puis de fluidité également du trafic à certaines heures, à certains moments de la journée. Donc il est envisagé pour ça donc, la création d'un giratoire de 4 branches hein, et de 16 mètres de rayon, qui comprend donc une chaussée de 7 mètres, un îlot central de 9 mètres de rayon, des îlots séparateurs revêtus sur les branches adjacentes, le réseau d'eau pluviale et la confection d'ouvrages annexes. Donc ça, c'est un projet qu'on a déjà travaillé, on a participé, qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises les gens du département. Alors ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que la maîtrise d'œuvre, donc l'ensemble des études, sont assurées par le département, la direction de l'eau départementale, et les éventuelles acquisitions foncières, par contre, nécessaires à la réalisation de l'aménagement, seront réalisées par la commune. Alors quand on dit quelques
délaissés de terrain. Alors c'est des surfaces extrêmement petites généralement, mais il y a un tel imbroglio de terrain sur quelques centaines de mètres carrés qu'on a du mal, chacun a du mal à retrouver ses titres, puisqu'il y a du terrain peut-être de la commune, mais du département, mais aussi des vires, d'Agrial, de certaines sociétés supports. Il y avait ici SNCF, Réseau à une époque. Hein. Donc on ne sait plus trop qui appartient à quoi ou quoi appartient à qui. Et donc à l'occasion de la réalisation des études, il y aura donc un travail qui sera fait par la DRP pour bien connaître précisément ce qui appartient à qui, et qu'on puisse éventuellement acheter si nous avons besoin. Les portions foncières donc, qui se trouveront après les travaux dans le domaine du routier départemental seront retrocédées bien sûr au département. Et les frais d'études seront supportés par le département, ainsi que les dépenses annexes, donc elles seront intégrées dans le coût global, sachant que l'opération est estimée à peu près à 450 000 € hors taxe. Dès qu'on parle d'un rond-point, on est toujours aux environs 400 000 et donc le département s'engage à préfinancer l'opération et se fera rembourser par les cofinanceurs selon la clé de répartition que vous avez sur la page précédente, à savoir le département 180 000 €, la commune 150 000 € et l'usine 150 000 €. Voilà. Alors il n'y a pas de surprise, hein, puisque c'est ce qui avait été prévu depuis longtemps, on vous en a déjà parlé, hein, donc voilà. Alors et là maintenant le projet est relativement avancé et vous avez donc sous les yeux le projet précis avec l'ensemble des cotes qui vous permet de savoir un peu de quoi sera l'air dans quelques mois, sachant que nous avons reçu la convention technique et financière donc, pour le financement de ce projet. Là, on est vraiment autour de l'usine. Oui, donc l'usine, on est entre, si tu veux, on est entre le grand bâtiment d'entrée, bâtiment administratif, et donc l'entrée de l'usine, la partie industrielle. Donc c'est comment je pourrais dire, ça se trouve, je route de Géville, donc juste entre les deux bâtiments. Le plan est derrière, c'est ça. Non mais c'est pour ça qu'on leur a demandé de faire plus clair, parce que là ils ont vachement rendu plus clair qu'avant. Ouais. On a l'impression de la rue des Casselleries. Ouais. Ça, c'est la rue des Casselleries, d'accord. La rue des Casselleries. Casselleries tout en haut là-bas. Ouais. La route 9 qui arrive de Saint-Lô, et là, la route qui va vers Géville. Bon, voilà, donc. On a reçu le projet aujourd'hui. Et je découvre aussi, donc, a priori, il y a eu des changements qui sont intervenus sans qu'on soit mis dans le même. Bon, c'est très technique, parce que normalement, c'est ces aménagements-là qui n'existaient pas, je comprends pas bien. Puisque normalement. C'est pour en interne, ça, non? Mais c'est en interne. Donc, ah oui, c'est en interne. C'est pas leur projet en interne. Parce que normalement, ils devaient reconditionner tous les bureaux ici, là, sur la route de Géville. Et ensuite, les camions devaient s'intégrer en ligne droite ici directement. Moi, il y a une espèce de deuxième rond-point interne. Mais je n'ai pas expliqué. Mais bon, c'est en interne. Ah oui, c'est en interne. Donc, toute la partie jaune est une partie en interne. Donc j'imagine qu'ils ont dû faire une continuité par rapport au projet qui, lui, nous intéresse. Après, on ne rentre pas dans le projet de l'usine d'acier. Oui, il doit y avoir un autre retournement de camion. En fait, ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'il n'y a pas de camion en fait, qui vont rester sur la route. Non, c'est ça, c'est bien ça. Ça sera après chez eux. Exactement. Oui, tout à fait. Non, il n'y a plus de. L'idée, c'est bien de fluidifier toute la zone, tout en la sécurisant, sachant que les camions vont rentrer et maintenant, par rapport à ce qui passe encore, il n'y a plus qu'une entrée, il n'y aura plus qu'une sortie, parce qu'en fin de compte, toute la partie qui se trouve là où étaient les pompiers, toute cette partie-là va être cassée et refaite, et donc ils sortiront uniquement par cette zone-là. Et aussi, je crois, le bâtiment. Oui, les bâtiments devant aussi, parce que je sais plus, il y avait aussi une zone qui devait installer en interne. Alors, ils nous avaient montré un plan une fois, mais je ne sais plus trop. Alors peut-être que ça a évolué, parce qu'on a vu ça en plus là. Mais l'idée, c'est que non, il n'y a plus de camions du tout. Les camions rentrent, les camions sortent et tout. Et le rond-point, c'est bien pour fluidifier En plus, eux, ce qui les intéressait aussi l'usine, c'est toujours pareil, ça c'est leur organisation interne,
c'est que le parking qui se trouve dans le bâtiment administratif soit énormément rapetissé. C'est la question que j'avais posée. Les deux parkings qui sont d'un côté, de chaque côté de la route Géville, ils vont exister. Alors, ils seront fortement diminués, mais c'est surtout le parking qui se trouve devant le bâtiment. Vous savez, où il y a un peu plus haut là. Donc l'idée, c'est qu'ils mettent une voie, ils ramènent une deux voitures, c'est tout. Et après, quand on est sur la route de Géville, juste après, il y a un parking sur la droite. Oui. Sur la gauche et sur la droite, donc cela, ça va sauter sur nous. Oh, alors, peut-être pas, non, peut-être pas dans la totalité. Non, je crois Quand pas. tu repars de Dieu, quand tu prends vers Géville, je pense que celui de gauche, ils vont le garder. Parce que celui-là, il ne. Parce qu'ils ont fait un parking énorme, donc je suppose que c'est pour dégager toutes les voitures qui sont là. C'est surtout qu'il y a eu un accroissement. Pour moi, c'est tout. Il y a un accroissement personnel aussi. Alors, il y a un accroissement personnel, et puis aussi, c'est parce qu'ils veulent refaire, ils veulent relooker complètement toute la partie accueil administratif et de l'autre côté, l'accueil de l'usine industrielle. Tout ça va être entièrement relooké. On avait vu une fois le plan, c'était il y a peut-être au moins plus de 2 ans, j'en ai pas vu du tout, alors peut-être que ça a évolué un peu entre temps. J'ai l'impression que ça a beaucoup évolué. Alors peut-être en interne, après en interne, c'est leur sauce. Ça va démarrer rapidement. Eh ben, on n'a pas eu de nouvelles par contre par rapport à ça. Je pense que ça devrait être assez rapide. Ça va faire un peu de bazar. Oui. En termes de circulation, comment Ça va faire du bazar. Hein. Donc là, a priori, on accepte les gens qui viennent de la route de Géville, et puis dès que les travaux commencent, hop, ils restent sur Condé. Tu les lâches chez toi? Tu les lâches chez toi? Oui, c'est ça. Oui, de toute façon, on a tout. Il y aura toujours, il existe la baie des cochons, mais il y a aussi la route des cochons. La circulation sur le truc-là, c'est quoi? Non, mais c'est sûr qu'il va y avoir un. Alors. Surtout pour les camions. Oui, par contre, ce qui me rassure, entre guillemets, c'est que tout est entièrement géré par la DRD. Et donc la DRD, elle connaît son boulot parce qu'elle le fait régulièrement. Nous, on participe financièrement, c'est normal, c'est ce qui avait été prévu contractuellement. Mais le reste, après, c'est nous qui gérons. C'est évident qu'on, dès que les travaux vont démarrer, on le saura plusieurs semaines à l'avance, de façon à pouvoir organiser la continuité, notamment de l'usine, parce que c'est très bien que l'usine ne s'arrête jamais. Je dis toujours ça parce que c'était vrai. Elle ne s'est jamais arrêtée depuis sa création après-guerre. La seule fois où elle s'est arrêtée, c'est le jour où on a eu l'évacuation du bourg pour l'enlèvement de la bombe. Où là, ils avaient eu une obligation d'arrêter l'usine. Là, ils avaient essayé de négocier le mec, mais non, ça n'a pas été possible, ça c'était net. Donc il n'y a plus personne, et donc du coup, c'est la seule fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, où l'usine s'est complètement arrêtée. Et là, c'est évident que même lorsqu'ils avaient fait les gros travaux de raccordement de gaz, il y a eu continuité de l'exploitation. Donc là, ce sera forcément le cas aussi, parce que les travaux, il ne s'agit pas d'arrêter l'usine pour une matinée pour enlever une bombe, là, il s'agit de plusieurs semaines de travail. C'est plutôt la même chose. Donc voilà. Bon. Je vous dis, c'est une surprise pour personne. La seule chose, c'est qu'on n'en voyait pas, on ne la voyait pas arriver. Et puis enfin, ça y est, maintenant les travaux vont démarrer. Et non, on n'a pas eu de nouvelles par rapport à la date des travaux. Il y a une réunion qui est prévue prochaine. Ah oui, là c'est ça. Donc ça veut dire que ça doit quand même pas trop tarder, quoi. Oui, je pense. De toute façon, c'était Elvire qui faisait attendre un peu le dossier, puisqu'ils avaient mis un peu au fromage sur leur projet. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'explication, enfin des commentaires sur ce projet-là? C'est OK pour tout le monde. Alors je vous rappelle simplement aussi, parce que c'est important que vous le sachiez, depuis, je crois 4 ou 5 ans, était inscrit dans notre PPI 200 000 € pour ce projet. On avait mis à peu près, je ne sais plus, c'est 200 ou 220 qu'on avait inscrit, je crois, de tête. Hein. Bon voilà, donc on sera mis à contribution à hauteur de 240 000. On avait mis 130 000. Ah, oui, d'accord. dans le PPI, on avait mis 130 000. Est-ce qu'au départ, on pensait qu'il y avait plus de 200 000? Oui, je ne sais pas. Je sais plus pourquoi. C'est 130 000. On est passé de 200 000 à 130 000, maintenant c'est 150 000. Bon. Nous devrions nous en sortir, d'autant plus que, quoi qu'il en soit, les travaux ne démarreront pas sur l'année 2021, donc nous pourrons inscrire le montant à peu près correspondant l'année prochaine. Voilà pourquoi, parce que ça fait bien longtemps, en fait, 180 000 ou 150 000 Non, il y a plein de choses. C'est la convention qui est faite comme ça, mais j'ai repris les chiffres, je pense que c'est par rapport au FCTVA. Je pense que c'est le département, en tant que maître d'ouvrage de l'opération, qui a sollicité le versement du FCTVA.
Alors pourquoi il a fait apparaître un rapport TTC? J'essaie de comprendre aussi la philosophie. Et je vais les rappeler. Je pense que c'est le même montant. Sinon, c'est 150. Voilà. Ça fait comprendre qu'il c'était 180 et 150 Oui, parce que comme eux, ils ont tous les frais d'études, je sais pas. C'est-à-dire ça, la rigueur. Non, l'opération est vraiment estimée à 450 en face. Je pense que tout ce que l'étude inclus. Ah oui. Voilà, donc ça fait en fait 3 fois 150. Et je pense que si on atteint des études, La TVA, les 16 poussières, quoi. bon, voilà, on verra, mais. Bien, et puis donc, si vous êtes d'accord aussi pour m'habiliter à signer la convention sur ce projet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? C'est OK pour tout le monde, ça? Bien, écoutez, je propose que nous en passions au vote. Il y a des personnes qui s'abstiennent, des personnes qui sont contre. Merci en tout cas pour l'unanimité, et puis parce que c'est vrai que c'était un beau projet, ça. Voilà, en espérant que les travaux se passent bien, parce que c'est vrai que ça va forcément être un peu compliqué durant quelques semaines de temps des travaux. Ça va aussi embellir un peu les points. Mais bien sûr, complètement d'accord. On est complètement d'accord. Ouais. Et puis je peux te dire que techniquement les gens de la DRD se sont un peu arrachés les cheveux, parce que les premières fois où on leur parlait de ça, c'était impossible du fait du rétrécissement du lieu, et c'est pour ça que l'usine, on a proposé de venir manger complètement sur le bâtiment administratif, ce qui les intéressait aussi eux. Ça, on a réussi à trouver un compromis. Bien. Le point numéro 3, je vais laisser la parole à Alain, parce que c'est un point technique qu'il connaît bien, enfin qu'il suit, sur une convention de servitude avec Enedis. Oui, donc ça concerne la RD 53. Sur la RD 53, ça a déjà bougé un peu et ça continue, ça va bouger, on va en reparler tout à l'heure, puisque la passerelle va bientôt être posée. Donc, il y avait, en même temps que nos projets à nous d'aménagement de la voie douce et de la passerelle, il y avait d'autres structures qui avaient d'autres opérations à faire, et on a essayé de coordonner un petit peu les interventions, pour limiter un petit peu la gêne aussi à la circulation et des problèmes de circulation, et puis aussi pour peut-être optimiser les interventions en termes de tranchées à faire par les différents opérateurs. Nous avons des tranchées à faire. Donc il s'agit de Enedis, qui Enedis avait aussi avait donc ce projet d'effacement de la ligne haute tension. Il y a une ligne HTA là-bas, avec un transfo, des anciens transfos, qu'ils appellent des H61, qui sont positionnés sur les poteaux en hauteur. Si vous passez sur la route, vous verrez ce transfo. Donc ce transfo est supprimé et tout est effacé. Il y a la HTA, les hautes tensions, elles se reconnaissent par le fait qu'il n'y a que 3 fils. La basse tension, il y a 4 fils. Donc Enedis va effacer ce réseau. Et vous l'avez sur le plan, par là. Donc en fait, ils vont profiter de changer de transformateur et de mettre un nouveau transformateur au sol. Alors, on va peut-être pas tout à fait au sol, il sera peut-être un peu sur pilotis, parce que comme on est dans zone inondable, il faut pas qu'il ait les pieds dans l'eau. Et ils ont cherché longtemps, il devait être à un moment donné, ils devaient le ramener sur le site de la gare, sur le jardin de la gare, auprès du futur poste de refoulement. Et puis en fait, ils ont réussi à trouver un autre espace qui leur permet d'avoir moins de lignes à construire. En fait, il va être dans les 2 dernières parcelles. Alors, je ne sais pas le compteur, mais si on regarde, vous voyez le petit mot rural là-haut, il y a une parcelle et l'autre parcelle après. C'est-à-dire après la dernière maison. Après la dernière maison, il y a une parcelle là, qui, donc, le propriétaire a accepté de vendre quelques mètres carrés pour implanter le transformateur. La ligne, cette HTA enfouie, reviendra vers le petit carrefour, et en fait, elle va traverser la route. Et à partir du moment où on traverse sur la route, on a les pointillés rouges, et là, on est chez nous. Et pour passer chez nous, ils ont besoin de notre autorisation. Et donc, non seulement d'autorisation, mais aussi de structurer une convention de passage, qui sera une convention, je viens de le dire, sans rémunération. Voilà. Pas de droit de péage. Pas de droit de péage pour que la HTA. Donc, ça revient à ce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, c'est qu'ils profitent. Pourquoi cette panique de passer ici? Pour passer dans la passerelle. Il a été prévu une réservation d'un tuyau spécifique en acier dans la passerelle qui va permettre de passer cette HTA de haute tension électrique.
pour aller ensuite, elle va repasser de l'autre côté et remonter jusqu'à l'autre transformateur qui se trouve dans le premier virage de la route de Saint-Enfer, après l'implantation de la future STEP, si vous voyez à peu près où c'est. Après chez M. Journel, deux champs derrière, c'est là qu'elle sera la STEP. Et l'autre transformateur sera encore 150 mètres au-dessus. Mais là-bas, il est sur des parcelles Peut-être sur les travaux, on va commencer. Alors, donc, ça c'est le travail inédit, c'est sur lequel nous votons ce soir, c'est donc cette habilitation à la servitude et la servitude de passage. Dans un même temps, on avait évoqué, et là la décision a été prise, on avait pris ensemble, d'effacer aussi la basse tension, et là c'est notre compétence. Donc, on ne va pas effacer les 3 fils et laisser les 4 fils apparents, ainsi que les fils de téléphone et les fils d'éclairage public. Donc on va faire, nous, à notre compte, l'effacement de ces réseaux-là et essayer d'optimiser l'utilisation des tranchées. C'est là que je voulais vous dire. Effectivement, de toute façon, si on ne tranche pas 2 fois, ou 3 fois, parce que la 3e fois, ça va être aussi le réseau de refoulement. Alors, aux dernières nouvelles, mais ce n'est pas encore complètement confirmé, le poste de refoulement, qui devait être dans l'entrée du site de la gare, n'y sera plus, conformément au projet d'étude. Le projet est réétudié, et ce poste de refoulement viendrait avoisiner le transformateur. C'est dans la même parcelle. Le propriétaire de cette parcelle-là a accepté aussi de vendre quelques mètres carrés à l'avenue pour y implanter le réseau de transfert. En fait, donc ça fait une tranchée supplémentaire. On ne va pas tout mettre dans la même tranchée, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a des discussions à avoir, il y a des discussions en cours pour optimiser tout ça, mais ça devrait pouvoir s'organiser. Voilà un peu les trois choses différentes qui vont se passer sur ce secteur-là. Bien, merci Alain. Des commentaires, n'hésitez pas, hein, c'est très technique, hein, technique mais important quand même. Alors vous avez remarqué d'ailleurs que notre poste de refoulement de la station d'épuration change très régulièrement de place. Alors, on va nous monter sur web, comme ça on est sûr parce que c'est impressionnant hein, le nombre de fois qu'on a eu. Alors heureusement que le projet avance, normalement les travaux de la station d'épuration devraient commencer au début de l'année, en fin d'année là, au début de l'année prochaine. Donc normalement ils avaient dit 1 an de travail, donc normalement fin de l'année 2022, normalement la station donc, sera sortie de terre, elle sera peut-être pas opérationnelle, mais commencera vraiment à monter en charge, en cas de dire. Bon. Heureusement c'est seulement dans 1 an, parce que si les travaux avaient commencé seulement beaucoup plus tard, on y aura encore beaucoup. Donc là, bon, a priori, ça semble à peu près bon. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant ce projet. Donc c'était pour vous habiliter donc, à approuver les termes de la convention de servitude, hein, voilà, sans péage, comme disait Alain, et puis mobilité, donc à signer la convention afférente. Voilà. Est-ce que ça appelle des commandes à votre part? Non. Des personnes qui s'abstiennent, des personnes qui sont contre. Je vous en remercie. Et puis donc le 4e point, je vais laisser la parole à Alain. C'était le projet qu'on avait demandé de rajouter. Oui, donc le SDEM, syndicat des énergies de la Manche, est revenu vers nous pour nous faire part de la nouvelle compétence qu'ils avaient prise en termes de déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides. Ce qui est actuellement fait dans 107 bornes d'implanter sur 78 communes. Donc on en a ici, hein, c'est bien leur propriété, ils les ont implantées sur notre territoire. Donc le ZEM qui estime avoir développé un savoir-faire et une expertise dans le domaine se présente comme l'acteur incontournable de ces opérations-là. Donc en fait, veut assurer le développement et la coordination de ce travail-là dans son domaine de compétences. Donc c'est pour ça qu'il a été mis en place un schéma directeur des infrastructures de recharge. Alors c'est un terme de se dire, je pense que c'est de dire ça. Les acronymes comme ça, et donc qui conditionne l'obtention des aides pour la mise en place de nouvelles bornes,
puisque 107 bornes sur le département de la Manche, je pense que ça va pas suffire pour les besoins à venir. Alors c'est vrai que s'il y a une explosion comme vraiment souhaité des voitures électriques, on espère que notre borne qui est installée à 20 mètres ici ne suffira plus, jamais. Quel sort un petit peu plus, parce que pour l'instant, Alors voilà, du côté administratif, nous avions déjà délibéré en 2015 de ce transfert de compétences, de l'autorisation de la prise de compétences par le SDEM pour l'exploitation des bornes et de la gestion de ce domaine-là sur la commune de Condé-sur-Vire. Mais nous sommes obligés aujourd'hui de revenir parce qu'à l'époque, nous n'avions pas la commune nouvelle, donc Travaux et Minéraux. Et l'objectif ce soir, c'est d'inclure dans ce schéma-là, dans notre convention aussi avec le SDEM, tout le périmètre de la commune nouvelle. On fait une simple formalité administrative qui permettra éventuellement d'affronter des bornes. Des bornes sur Minéraux et Travaux. Pour avoir des bornes dans une commune, il faut que la commune en fasse la demande. Alors par contre, je ne sais plus comment nous on avait fait. Comment on avait fait à l'origine? Je crois que on n'avait pas été sollicité. Non, on a été sollicité. On a été sollicité. Rappelez-vous le débat qu'on avait eu. C'était pendant les travaux. C'est la commune qui fait la demande. Ouais. Pour avoir une borne. Ouais. Et on avait eu. Si accepté ou non, c'est ça. On avait eu, nous, comment le débat, rappelez-vous, au conseil municipal, parce qu'on se posait la question s'il était opportun de mettre une borne électrique ou si nous devions déjà passer à une autre énergie. Je m'en souviens, à l'époque, c'était l'hydrogène. On disait, mais est-ce que ça vaut la peine d'investir dans une borne électrique alors que peut-être on passera directement à l'hydrogène, mais je crois que ce coup-là, je ne pense pas qu'on se soit trompé, parce que je pense qu'on va vraiment avoir une montée en puissance plus que comment. Les bornes qui marchent mieux, c'est les bornes qui sont sur la 84. Oui, logique, bien sûr. On n'a pas assez d'ailleurs, parce que les gens ne trouvent pas de point de recharge. Il y a des projets qui sont prévus sur la 84. Dont à Guiberville, dans le nouveau centre l'usine qui se construit à la recharge, il y a des recharges très puissantes de 5 kW. Ouais, et puis très rapide, j'imagine. Je pense que c'est ça qu'il faut, c'est ça le problème. Exactement, y compris les poids lourds. Ouais, ah oui. Parce que là, l'idée, c'était de se dire, je m'en souviens, c'est ce qu'on disait, un commercial, par exemple, arrive ici pour manger dans le bourg, il met sa voiture en recharger le temps d'aller manger, le temps de prendre 3-4 apéritifs, manger, 2-3 bisous, hop, il repart, et donc il a rechargé sa voiture. À condition d'avoir des recharges rapides. Il a rechargé de bonhomme, mais d'où le fait, voilà, il fallait quand même, on disait 1 heure, 1 heure et demie. Et on a des stats de la borne? Oui, on les reçoit régulièrement. Et on pourra vous en faire part le prochain. Oui, voilà. Nous pouvons vous en faire part. Il n'y a que passer dans le bourg, on voit que les places sont toujours disponibles. S'ils nous donnent régulièrement Oui, des statistiques ils à la donnent, fois, en termes de fréquentation, de nombre de voitures, de fréquences, et puis de volume consommé. Je les ai vus aussi, mais. Moi aussi, mais j'avoue, franchement, au début, je regardais régulièrement. Et puis c'est vrai que depuis quelque temps, Vous n'avez que pour celle de Condé? Oui, nous on paye parce que c'est celle qui est installée sur notre territoire. Enfin, sinon, on pourrait avoir, j'imagine qu'on ferait la demande au SDEM, on pourrait avoir une vue beaucoup plus globale de l'ensemble des utilisations. Oui, mais est-ce qu'il y en a une autre là qui sont pas covoiturées? Ah oui, c'est carrément. Je sais plus. C'est sur Condé. Ouais. Ah ben oui, c'est la C'est question sur mais c'est plutôt compétence département, l'air de covoiturage. Alors je sais pas. Là j'avoue je sais plus. Je voudrais qu'on regarde plus dans les détails. Pour le coup, ça nous oblige à regarder un peu plus dans les détails. On a que celles qui sont en notre compétence de mémoire comme ça. Bon. Enfin, sachez que nous avons une borne C'est intéressant système. qu'on regarde. Mais, Je ne vois pas bien avec des bornes à Minéraux. Une borne de recharge à Minéraux. Parce qu'à Ménirao, ils n'ont pas le droit d'avoir des voitures électriques. Il faut savoir que 80% des gens rechargent leur voiture dans leur véhicule. Ouais, bien sûr. Donc, voilà, c'est des gens de passage qui rechargent. C'est pas des. Après, il y a, comme tu disais, je ne sais pas où c'en est au niveau des grands véhicules, des camions, si ça. Il faut qu'elles soient sur des charges et des
Ah oui, donc, Sylvie dit bien que aussi dans le transport, ça commence à venir aussi vraiment. Nous, au conseil départemental, on a 6 camions qui a 5 tonnes. 6 camions, vous allez avoir. On peut recharger. Ouais, comme quoi, je pense que c'est ça. imposé par les clients. Ah, C'est ça, c'est. imposé Ah, par ouais. les clients. Bon, de toute façon, on va y venir parce que quand on retrouve du carburant tout de suite. Ouais. Mais Et ça se trouve, vous aurez vos propres bornes. pour l'instant, je ne sais pas. Non, mais à un moment donné, c'est. Ouais, oui, peut-être. Mais ça, ça va être obligatoire. Ça va être obligatoire. Je ne sais pas où les. Bon, quoi qu'il en soit, comme quoi, je pense que ça ne peut être que mieux dans l'avenir par rapport à l'utilisation de. Bien, merci Alain. Est-ce que ça. Oui, Alain, je peux En parlant du STEM, ma une question, c'est qu'à Mugnaroul, il y a un renforcement de ligne qui est prévu par le STEM. Ça voudrait dire que le STEM, Mugnaroul avait adhéré à l'époque à l'électrification de l'école ou pas? Le renforcement de ligne. Donc ça veut dire que oui. Tu me poses la question que ça traîne, il y a un renforcement qui traîne, il y a un client qui ne peut pas mettre sa pompe à chaleur. Ah oui. Ah oui, on entend parler de ça, oui, Oui, d'accord. oui, oui. Ah oui, ben Alors là, c'est on l'a suivi très près. c'était compétence STEM à Mugnaroul. Non, on travaille avec les équipes sur ça. Pour moi, c'est le deuxième, mais c'est le suivant. Non, mais moi j'étais en contact sur ce dossier précis-là. Sur ce dossier précis-là, on a été en contact directement avec Enedis. Le SDEM n'intervient pas. C'est Enedis qui fait et qui fait le renforcement sur cette petite zone. Et le financement, c'est. Donc il change la transforme aussi parce qu'il a passé de puissance. Ouais, c'est ça. Et le financement, c'est. Pour vérifier. Parce que tu me dis, ça traîne, c'est plus Ah non, non, tout est planifié. C'est planifié. On sait, je connais les dates d'intervention. Oui. Mais il y a les délais incontournables administratifs des Enedis. Mais c'est à la charge. Non, c'est financé par Enedis, il n'y a pas la charge de personne. Il y a localement sur ce village-là une personne qui effectivement, c'est un jeune couple avec des enfants en bas âge, et ils ne peuvent pas installer la pompe à chaleur parce que tout disjoncte. Encore que le conseil, il faut bien savoir, les pompes à chaleur normalement doivent être munis d'un kit de démarrage. Parce qu'a priori, ils n'avaient pas investi sur le petit kit de démarrage. Et donc, moi, j'aurais conseillé d'adopter en attendant l'intervention, ce kit de démarrage. Et depuis, on n'a pas entendu parler. Donc, je pense que ça a dû améliorer la situation. Il y a eu une intervention aussi des listes pour augmenter La puissance. Ouais, mais ils n'ont pu augmenter que ce qu'ils avaient disponible avec l'ancien transformateur. Et là, c'est 100% Enedis, c'est le réseau. Ça passe pas. Non, c'est du renforcement. Oui, mais C'est pas de quand il y l'extension. a du renforcement, c'est financé par le STEM à un moment donné. Allez, alors, je sais pas c'est quelle est la l'objectif réponse. même du STEM. Oui, mais justement, alors, du coup, ça pose la question du niveau d'intervention du SDEM depuis qu'on est passé en commune nouvelle. Je suis pas sûr, parce qu'il y avait eu déjà aussi un problème de financement. Vous vous souvenez qu'il y avait du financement qui venait des communes, je crois, ou qui a au SDEM, sauf que nous, non, puisque nous n'étions pas adhérents. Et donc, on avait arrêté une partie des compétences qui étaient dans les communes historiques de Mugniroul et de Froigot, et on les avait alignées, je pense, sur la commune nouvelle. Et je me demande si c'est pas quelque chose comme ça. En tout cas, peut-être que le ZEP, pour le coup, n'intervient plus. Alors, je sais plus, c'est un peu compliqué tout ça. Et une fois la basse tension, la haute tension. C'est ça, hein. Pardon. La basse tension peut être différenciée. Enfin, on peut avoir le thème peut être on fait du bourrage sur la basse tension. Il n'est que sur la basse tension. Et on va regarder. Non, il faut la haute tension. Non, mais le SDEM n'intervient pas parce qu'on ne va pas rentrer sur le dossier. Non, mais. Dossier précis, mais je peux reprendre mes notes. Mais le SDEM n'est pas dans les tuyaux pour régler ce problème-là. Vous avez des C'est un exemples problème ça, peut-être de tension que règle. Après, ils sous-traitent avec qui veulent comme entreprise, ils vont intervenir en entreprise. Je pense que c'est ce rappel qui interviendra. Donc ça se passe en direct avec les gens. En fait, il y a différentes catégories Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais Il y a adhérents au SDEM, Oui. mais il y a différentes catégories. Donc, il y a les communes rurales, où le SDEM intervient par le principe. Et puis les communes urbaines. Il y a deux types de communes urbaines. A et B, nous on est B, je crois. Et les B, en fait, c'est entre guillemets la catégorie la moins intégrée dans le SDEM.
puisque finalement on a refusé, si vous vous rappelez, il y a eu un débat. Oui, ça, c'est on a refusé de verser en fait le produit de la taxe d'électricité. Les 3 communes. La TCFE. Ouais. Et à cet endroit-là, on est considéré encore en B. Du coup, le niveau d'intervention du DEM est beaucoup plus allégé qu'en milieu rural. Et y compris le minéraux 3 go. Bah, du coup, oui, parce que les minéraux et 3 go font partie. Alors, je me souviens bien parce qu'à l'époque, rappelle-toi, la présidente Nadège Bélier, on l'avait rencontrée, était très embêtée en disant que, avec les communes nouvelles, le fait que ces communes ne soient plus rurales, puisqu'elles fusionnent en formant des communes plus importantes, elles sont plus dans, il n'y avait plus le même type de financement et leur perte était environ d'1,5 million d'euros, je crois, qu'ils perdaient sur le département. Enfin, c'était très problématique. Et donc, ils nous avaient dit, ben, ce serait bien que vous ne fassiez pas la même chose, vous, à la commune de Condé-sur-Bière. On a fait la même chose. Parce qu'on avait trouvé qu'en termes de. Il n'y avait pas d'intérêt de travailler plus avec le SDEM à l'époque, parce que ce choix avait été fait. Moi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était avec un débat très technique. Ça. Non, mais c'est le principe de la TCFE. Ouais, c'est ça. Nous percevons Oui, la c'est ça. taxe C'est ça, c'est ça. finale sur la consommation finale, la TCFE, et cette taxe consomme, c'est un budget de 90 000 euros par an à peu près, il doit être fléché pour faire des aménagements, puisque nous sommes propriétaires des réseaux d'installation. Nous sommes des propriétaires des réseaux d'installation. Et donc, dans ce cas-là, c'est nous qui intervenons, et c'est Enedis qui intervient pour notre compte. Directement sans passer par le SDEM. Sans passer par le SDEM. Ou alors, si ce montant relativement important, parce que c'est ça, il devait être 80 000 non, ou 50 000 à Condé, ou 80 000 à Condé, puis après la somme avec les deux autres communes historiques, tout ce montant-là, eh ben, eux, ce qui les intéressait, c'est de pouvoir les récupérer. Or, on les garde pour nous. Et si bien qu'on demande directement à l'Église d'intervenir sans passer par le SDEM. Je crois que c'est ça. Et rappelez-vous d'ailleurs que aussi pour la route de Saint-Jean, on avait réussi à obtenir des aides, mais que sur une partie justement correspondant à notre niveau d'adhésion. Enfin, c'est. Bon, je vois que ça intéresse tout le monde. Non, mais c'est très technique, mais oui, c'est compliqué. Oui. Je sais qu'on a vu le débat d'ailleurs il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur ce sujet. Bien. En tout cas, pour ce qui nous intéresse, nous avons dépassé un petit peu le cadre de la délibération municipale. C'est aussi intéressant de rappeler des choses. On va vous demander donc de vous positionner par rapport à cette proposition d'approuver le transfert de la compétence infrastructure de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables au syndicat départemental des énergies de la Manche et de m'autoriser à signer tous les actes nécessaires au transfert. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Les personnes qui sont contre, je vous en remercie. Et on passe au sujet numéro 5. Il s'agit du recensement de la population pour l'année 2022. Et donc, il nous faut désigner un coordonnateur et puis proposer une fixation de la rémunération des agents recenseurs. Alors, depuis 2004, on rappelle, les opérations de recensement de la population se déroulent une fois tous les 5 ans. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, donc nous la dernière fois c'était en 2017, et donc ce sera en 2022. Ça se passera sur un mois, entre 20 janvier et 19 février prochain. Et donc, ces opérations, comme je le disais, ces opérations nécessitent de désigner un coordinateur de l'enquête qui sera chargé de mettre en œuvre l'organisation du recensement, la logistique, la campagne locale de communication, ça c'est très important, la communication, de façon à ce que les habitants jouent le jeu et ne confondent pas ces personnes qui vont venir frapper à la porte avec des fois des colporteurs, c'est très moderne ça, qui des fois viennent importuner les gens, on attend assez régulièrement des gens qui s'en plaignent. Assurer la formation de l'équipe communale et assurer l'encadrement et le suivi des agents recenseurs. Et l'enquête de recensement implique en nous de recruter 10 agents, c'est ce qu'il vous avait demandé de faire. 10 agents recenseurs, donc il y a un agent par district géographique, vous voyez, c'est comme ça dans les très très grandes communes zones urbaines denses, on parle carrément de districts géographiques, donc qui sont sous l'autorité du coordonnateur. Là, donc, ils seront chargés de distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants, vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis. Alors, depuis quelques années, on le précise, les personnes recensées peuvent répondre par Internet. Le questionnaire, ce mode de réponse améliore la qualité du service et permet de réaliser d'importantes économies pour l'INSEE, bien sûr, l'Institut national des statistiques économiques.
qu'il n'a plus besoin de ressaisir d'autres données. Et en 2016, donc 39% de la population a utilisé le système Internet. Vous voyez. Et en 2020, près de 62%. Voilà, donc après on rappelle aussi, donc, alors nous proposons de désigner Sandrine Sévère comme donc, qui est agent du CCAS en qualité de coordinatrice communale de recensement. Hein, elle accepte bien sûr de pouvoir le faire, c'est une personne qui est assez organisée et qui a de la rigueur pour pouvoir assurer ses fonctions. Elle sera rémunérée en heures supplémentaires. Et la commune remboursera ce supplément de rémunération au CCAS, évidemment, puisque c'est comment elle est agent du CCAS, ce sera la commune ce sera le CCAS qui va payer, mais ce sera remboursé par la commune, puisque c'est au titre de la commune et non du CCAS. Et puis vous avez aussi la précision concernant les rémunérations dont on n'a pas le choix, ça nous est imposé par les services de l'État. Vous avez une part variable hein, de la rémunération qui est de 1,20 € par feuille de logement collecté et 90 centimes par bulletin individuel collecté. Et après, vous avez des parts fixes. Donc 150 € pour l'indemnité de préparation de la collecte. Et puis après, vous avez donc des indemnités de déplacement selon le lieu par rapport à la mairie, indemnité de frais d'émission, enfin indemnité en cas de retour d'Internet également. Enfin voilà, tout ça correspond à ce dont ce que les gens vont, comment les gens vont être rétribués pour ce droit de travail. Et je ne sais plus où on lance. Oui, c'est ça, l'appel à la candidature. Oui, il est en cours, c'est ça. Une parution dans la presse. Oui. On vous l'a mis dans le dossier si vous pouvez en parler autour de vous. Les gens sont intéressés. En fait, de candidature, c'est bientôt, c'est le 15 juin. Et il faut 10 agents. Alors, j'ai pas de nouvelles. Alors, Sandrine. Sachant que vous avez un montant qui est fixé et une partie de tout ça est remboursée par les services de l'État. Alors, par voilà, mais pas à la hauteur de ce que ça coûte quand même. En fait, la dette de l'État, c'est environ 7 500 €. Et d'après le premier calcul avec Sandrine, on reviendrait à 12 000 €. Voilà. Il y avait 5 000 € pour notre part. Voilà. 1,05 € par habitant. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire sur comment. Mais ceci dit, c'est quand même très important parce que ce recensement doit être fait le mieux possible, puisqu'il est vraiment l'image de ce qu'est la commune. Et ces recensements aussi permettent d'ajuster les aides de l'État dans le fonctionnement de la commune. Donc c'est important qu'on ait quand même une image précise de notre commune à un moment donné. Vous savez très bien, par exemple, que c'est à partir d'éléments de comptabilité précis du nombre d'habitants que l'on va déclencher aussi la dotation globale de fonctionnement, par exemple. Donc tous ces éléments sont aussi importants pour mesurer précisément la population et ce qu'est notre population. Bien, est-ce que ça appelle des commentaires de votre part? C'est à peu près clair pour tout le monde, ça? Donc voilà, donc Jean-Christophe vous l'a rappelé, n'hésitez pas, si des fois il y a des gens qui pourraient être intéressés, des personnes qui auraient besoin de travailler durant un mois, ben, ça peut être l'occasion qui viennent frapper à la porte de la mairie. Il ne faut pas hésiter avant le 15 novembre pour pouvoir éventuellement être agent recenseur. Et les personnes qui sont censées travailler, c'est des Congolais ou c'est pas des joueurs plus loin? Ça peut jouer, mais c'est mieux sur les Congolais si on peut. Connaissance du territoire. Bien sûr, c'est idéalement, bien sûr. Bien. Très bien. Oui, pardon. Non, pardon. Donc voilà, donc l'idée là, c'est vraiment de dire on est invité à délibérer pour la création de ces 10 postes sur les modalités de rémunération de nos agents, et puis de désigner donc Sandrine Sévère comme responsable de ce recensement 2022. Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent? Personnes qui sont contre? Je vous en remercie. Le point numéro 6, c'est un point sur les ressources humaines, notamment, plus précisément, le temps de travail de nos agents communaux. Alors, je vous passe l'ensemble de l'encadrement législatif, hein, parce que vous le connaissez par cœur, donc c'est pas la peine que je vous le redise.
La seule chose qu'on peut redire quand même, c'est considérant donc la loi de 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures de travail, considérant qu'il y a dans un délai d'1 an à compter de ce renouvellement des assemblées délibérantes, donc notamment conseils municipaux, a été apporté aux collectivités et établissements pour définir dans le respect des dispositions légales les règles applicables aux agents, ces règles dont on vient de parler. Et nous devons revenir donc à ces 1607 heures. Et vous saviez qu'il y a quelques années, nous avions fait évoluer de façon importante l'ensemble du temps de travail de nos agents. Et après vérification, et en ayant pris à tâche avec le centre de gestion, il s'avère que la commune est parfaitement dans les clous en termes de temps de travail réalisé par les agents, donc nous n'avons pas besoin de le faire évoluer. Nous l'ayons déjà fait il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avions fait ça en 2 temps, il y a maintenant au moins 4-5 ans, en se disant, rappelez-vous, faisons-le avec nos agents maintenant, parce que ça risque à un moment donné de nous arriver, et on sera obligé de le faire de façon beaucoup plus coercitive. Et le fait de l'avoir fait en collaboration avec nos agents, nous avons bien fait parce que maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de collectivités qui sont dans l'obligation de le faire avant la fin de l'année. Et je crois que ça va être relativement compliqué, donc c'est bien qu'on ait pu le faire. D'ailleurs, je tiens à nouveau à remercier nos agents qui ont vraiment bien joué le jeu, on peut le dire, hein, parce que c'est vrai que nous n'étions pas à ce moment-là à 1607 heures, et ils ont accepté, je le rappelle quand même, hein, nos agents ont accepté de faire 7 jours de travail de plus par an. Et ça avait été fait 100 heures. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important à rappeler. Et donc voilà comment là, vous avez le tableau qui reprend le calcul des 1607 heures effectives, soit 35 heures hebdomadaires. Elles sont calculées de la façon suivante. Alors je ne vous refais pas entièrement le calcul. On avait 1600 heures arrondies. À ça, nous ajoutions la journée de solidarité et nous arrivions à 1607 heures. Et ça, c'est une chose importante. Il est rappelé en application de la réglementation que les agents bénéficient du dispositif des jours de fractionnement qui permet d'accorder des congés supplémentaires lorsque l'agent utilise ses congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Donc, un jour de congés supplémentaires si l'agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Et 2 jours de congés supplémentaires, c'est l'en prend au moins 8. Bon. Donc du coup, une fois que nous avons passé en revue l'ensemble de nos agents, je rappelle que nous avons presque, alors pas en équivalent temps plein, mais en nombre d'agents, nous avons presque une 50aine d'agents sur notre commune, dans tous les champs de compétences. Et donc, on s'est rendu compte que nous n'avions pas de problème. Et je vous dis, nous avons appris à tâche aussi avec le service juridique du centre de gestion pour être bien bardé par rapport à tout ça. Donc du coup, c'était simplement un rappel pour dire que ça vient dans les règles de l'art. Et donc, l'article 2, il y avait aussi des garanties minimales. Donc l'organisation du travail doit respecter des garanties minimales qui vous sont redéfinies. Donc je vous les redonne pas entièrement puisque vous les connaissez également par cœur. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce sujet. Est-ce que ça appelle des commentaires de votre part? Alors ne soyez pas surpris qu'on le fasse passer. C'est simplement un rappel, si on peut parler comme ça, parce que nous avons été interpellés officiellement, alors pas interpellés par les centres de gestion, hein. Nous avions été interpellés par les services de l'État. Donc ce même courrier qui a été envoyé à toutes les collectivités de France en disant vous avez l'obligation de cette application de 1600 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent? Écoutez, merci, puis à nouveau merci pour 2 agents. Toujours dans les ressources humaines, c'était simplement pour approuver le nouveau contrat grâce à moi que l'on avait déjà au niveau de la commune. Alors, les contrats arrivaient à échéance et rappelez-vous, nous avions passé une délibération il y a mai en donnant la possibilité au centre de gestion de lancer un marché au nom de l'ensemble des collectivités affiliées dans le département pour pouvoir simplement faire des économies d'échelle et pouvoir lancer
un marché d'assurance, mais à l'échelle du département entier. Hein, on l'avait passé, je ne sais plus à quel conseil municipal, il y a quelques mois de ça déjà. Et donc le centre de gestion, a lancé ce marché-là. Et donc c'est grâce à moi qui l'a emporté. Et on rappelle simplement hein, le principe est le suivant, c'est que si un agent est malade en arrêt maladie, lui de son côté il est assuré, c'est bien normal, de l'autre côté nous, ça nous permet en fin de compte de couvrir l'absence de l'agent, des fois pour reprendre d'ailleurs un autre agent. Alors pas à la hauteur complète de ce que coûte l'agent, hein, puisque ça prend en charge en fin de compte la rémunération de l'agent, moins les primes. Hein. Mais ça couvre quand même une bonne partie de l'absence de l'agent, ce qui nous permet nous de prendre quelqu'un des fois en relais durant l'absence de la personne. Voilà ce que c'est pour. En fin de compte là c'est au bénéfice de la commune, hein, de la collectivité, c'est cette affiliation à cette assurance. Bon, là vous avez deux types de contrats. Vous avez un contrat pour les agents qui sont affiliés à la CNARLC, CNACL, sans les habitudes. Là, ce sont les agents qui sont de la fonction publique territoriale. Et puis après, vous avez les agents qui sont affiliés à l'IRCANTEC, ce sont les agents qui sont sous contrat et qui ne sont pas de la territoriale, c'est ça. Ils sont pas fonctionnaires, mais si les fonctionnaires de moins de 28 heures. Ah oui, moins de 28 heures, c'est par rapport au. C'est ça. Et après, une troisième catégorie de personnel, c'est les contrats aidés, ou les apprentis qui relèvent du régime du droit, comme du travail. C'est ça. Voilà. Bon, tout ça vous est expliqué dans le détail, vous l'avez ici. Et donc vous avez des taux de cotisation, bien sûr, qui sont différents selon ce qui est couvert et selon le type d'agent, tout simplement. Voilà. Donc l'idée, c'est si vous êtes d'accord, c'est de m'autoriser à adhérer au présent contrat couvrant les risques financiers liés aux agents, fonctionnaires ou non titulaires, souscrits donc par le centre de gestion de la banque. Donc voilà. Bon, est-ce que ça appelle des commentaires de votre part? Bon, il y en a qui connaissent ça déjà dans la fonction publique territoriale. Et puis en plus, d'ailleurs, pour nous, ça ne change rien, puisque ça fait déjà de nombreuses années que nous travaillons avec ce prestataire. Bien, y a-t-il des personnes, je sais plus si on a voté ou pas? Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent? Des personnes qui sont contre? Je vous en remercie. Toujours dans les ressources humaines, donc modification du RIF7, hein, vous rappelez, maintenant on commence à avoir l'habitude avec ce nouveau régime qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, qui supprime tous les anciens systèmes de régime militaire, avec une partie qui est fixe, liée à une position dans la hiérarchie, et une partie qui est comment dirais-je, liée en fin de compte à la manière de servir. Et donc c'est ce qu'on appelle le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Et il fallait que nous toilettions un petit peu dans les groupes de fonctions, parce que bon, il y avait certaines qui n'étaient pas, qui correspondaient pas tout à fait aux missions et le positionnement de l'agent au sein de la collectivité, et notamment pour la partie IFSE, donc qui est la partie fixe correspondant à la position de l'agent et par rapport à son niveau de responsabilité au sein de la collectivité. Donc on avait le niveau A2, mais qui ne correspondait à rien, puisque de toute façon on n'a pas d'agent correspondant à ce niveau-là. Et on avait on propose de mettre en place un groupe de fonctions B1, responsable de service pour assistant de conversation de patrimoine en catégorie B, pour la simple bonne raison, c'est que nous avons un agent qui passe le concours au niveau de la médiathèque, c'est bien, hein, donc dans ce cas de l'organisation, et du coup, si cet agent a son concours, il faudra le positionner dans cette catégorie que nous n'avions pas. Voilà. Et puis nous avions également une responsable donc, de service pour les agents adjoints du patrimoine, mais également pour dans la catégorie agent de maîtrise en termes de responsable de l'ensemble des services techniques. Il lui manquait un C1 responsable de service 1. Tout ça, ce sont ce qui est annoté en bleu. Ça, c'est pour la partie IFSE. Et après, pour la même chose, il nous fallait faire pour la partie CIA,
Ça veut dire que c'est la partie qui est vraiment liée à la manière de servir. Là, même chose, vous retrouvez le secrétaire de mairie qui n'existe plus parce qu'il n'a pas lieu d'être ici. Et là, on retrouve à nouveau l'assistant de conservation du patrimoine, donc en tant que responsable du service, responsable de service pour la partie comme agent adjoint du patrimoine, mais également pour les services techniques en tant qu'agent de maîtrise. Alors, je rappelle que dans le salaire, hein, vous avez la rémunération qui est liée à un indice qui est national, et à ça, vous avez la partie donc, dans le régime indemnitaire, et dans le régime indemnitaire, maintenant, vous n'avez plus que deux parties. IFSE, qui est lié, je vous dis bien, à la position de l'agent et à sa hiérarchie, et une autre qui correspond, le CIA, à la manière de servir. Donc c'est la somme des deux, plus le régime indemnitaire, qui fait le salaire de l'agent. Et pour le coup, par rapport à l'assurance, c'est bien que le régime indemnitaire qui est pris en considération, justement, et pas ces deux parties-là. Oui, c'est ça, le traitement initial, pardon. Bien, j'espère qu'on ne vous a pas noyé, parce que c'est vrai, c'est un peu compliqué, hein, tous ces éléments de rémunération et de ressources humaines, ils sont très importants hein, pour au-dessus de nos agents, bien évidemment, qui assurent le service public. Mais bon, c'est pas toujours facile forcément à expliquer. C'est OK pour tout le monde, ça? Ça appelle les commentaires de votre part, non? C'est bon? Bien, mais écoutez, je vous propose que nous en passions au vote. Donc, il y a des personnes qui s'abstiennent, des personnes qui sont contre, et je vous en remercie. Et le point numéro 9, c'est sur le téléphone. Peut-être que je peux te laisser en parler, Eric. Peut-être tu es plus à l'aise que moi sur le sujet, si tu connais bien le micro. Merci. Donc oui, effectivement, le Téléthon, l'idée, puisqu'on avait pas mal de matériel stocké et qu'on a aussi débarrassé les anciennes mairies historiques de Trois-Bois-Miraoul, on avait pas mal de choses. Donc, l'idée a germé plutôt de jeter, ou on ne savait pas trop quoi faire de tout ce matériel. Alors, du matériel, il y a des bancs, il y a des tables d'anciennes écoles, il y a des tableaux, il y a des outils, des instruments de musique. Ou deux outils. C'est pas une grande valeur, mais quelque part c'est pas embêtant de le jeter. Et donc on s'est dit que ça pouvait être une idée pour faire un chantier participatif qu'on a fait, que Martine a organisé, et donc on a retapé quelques bureaux, quelques vélos, quelques petites choses un samedi, et puis de le mettre en vente pour le Téléthon, et tous les bénéfices iront évidemment dans la caisse du Téléthon. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on délibère, parce qu'en fait, nous, mairie, on n'a pas le droit de se séparer de biens communal comme ça, puisqu'il est dans l'inventaire, et donc il faut qu'on le sorte de l'inventaire, et la façon, c'est simplement d'en faire un don. On a pensé à faire un don à l'OCVA, qui, elle, pourra, bien sûr, encaisser la vente de ces objets, et reversera l'intégralité, évidemment, de ce qu'on aura vendu au Téléthon. Voilà. Ça, c'est pas une surprise non plus, on en a déjà parlé, vous vous souvenez. Par rapport à... Merci. Merci Eric. Bon, voilà, l'idée, il faut passer par le CVA. Ça pose pas de problème à cette association, cet office de la vie associative. Et ça, c'est une belle opération qui va arriver vite, parce que c'est dans un mois. Tout juste, hein, donc ça va venir vite, hein, de rien. Et nous avons quand même pas mal d'objets qui sont vraiment... il y a de tout, vraiment du tout. Ça va être assez sympa. Voilà. Je pense que c'est une idée qui est très sympa. Tout ce qui ne sera pas vendu, il reste chez Cyril. Eric, est-ce que tu souhaites le micro pour le dire plus fort? Que ce soit enregistré à jamais. Merci Cyril. Vraiment merci. Alors pour info, j'en parlais tout à l'heure du Téléthon, puisqu'on est dessus sur cela. La vente de meubles se prolongera, il n'y aura pas que le jour du Téléthon. Oui, Ils seront stockés dans l'ancienne salle de catéchisme, paroissiale, effectivement, et il y aura une continuité par les agents de la médiathèque. Donc il y aura une possibilité de toujours pouvoir vendre et emmener. Ce n'est pas non plus que le samedi 4, parce que vraiment, le week-end pour la week-end. Voilà. Donc on va commencer la communication de l'endroit tout à l'heure. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à cette proposition, qui pareil n'est pas nouvelle, entre guillemets, puisque
enfin, en termes de modalité, mais sinon vous le saviez, puisque nous en avions déjà parlé de cette idée, hein, lors du dernier conseil municipal, je crois, en septembre. Donc vous êtes invité à délibérer donc, pour autoriser le don par la commune de divers équipements donc, à l'OCVA et autoriser à prendre toutes les mesures utiles. Voilà, il y a des personnes qui s'abstiennent, des personnes qui sont contre. Je vous en remercie. Et Alain, je regarde sa montre en disant mais, ça file. Enfin, moi, il n'y a aucun souci si les gens ont envie de prendre la parole ou il y a des choses, on est tout à fait preneurs, il n'y a aucun problème. Nous avons épuisé l'ordre du jour, mais vous avez dans toute la liste, comme à chaque fois c'est normal, les décisions du maire par délégation. Donc je vous laisse les regarder, les consulter. Si des fois ça vous interpelle, n'hésitez pas à nous poser la question et on vous répondra. Et on peut passer au point numéro 11, en vous laissant le temps de lire bien sûr toutes ces décisions. Les communications de la municipalité, je vais commencer par Nathalie, si ça a des choses particulières à dire. Nathalie ne veut pas. Attendez, on va passer par là. Oui, c'est ça, c'est bien. Attendez, Alain, des fois, tu as des choses à dire. Un petit point sur les travaux en cours et la chronologie de ce qui se passe sur la commune, que vous soyez informés. On va déjà en évoquer pas mal. Je vais essayer de vous les redonner dans l'ordre. Dans l'ordre de ce qui est terminé ou presque terminé, qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais qui va l'être. La maternelle, le parcours de la maternelle qui s'est fait assez rapidement pendant l'été. On a en souvenir ce dossier. Il reste les clôtures à poser, puisque c'est un matériau qui fait étrangement défaut de fer, et donc il y a des délais de livraison très longs. Normalement, c'est la semaine prochaine, c'est imminent, et dès qu'ils les ont reçus, l'entreprise a reçu, elle arrive les poser, pour qu'on ait un dossier qui soit terminé sur ce secteur-là. Pendant la fin de l'été, nous avons réalisé le programme 2021 des travaux de voirie. Ça s'est passé dans de bonnes conditions. Il y a eu des interventions à la fois sur les 3 communes. Donc, on va essayer de répartir un petit peu les priorités. Je crois que j'avais déjà évoqué. On a mis des priorités sur. Il y a des dossiers nouveaux qui sont arrivés en dernière minute suite aux intempéries du mois de juin, les inondations. Il a fallu faire passer des dossiers prioritaires pour régler j'espère définitivement ces problèmes de pluvial qui étaient récurrents sur des secteurs, mais qu'on reportait tout le temps parce que, effectivement, ça ne réglait que des problèmes aléatoires. Et donc, c'était pas la priorité de l'investissement sur la restauration des voies. Bon, ils sont faits et ça devrait fonctionner. Dans l'ordre de ce qui arrive, vous l'avez vu si vous avez circulé sur la RD 53, l'entreprise qui va installer la passerelle est en train de aménager sa base de vie. Les matériaux arrivent, ça bouge beaucoup depuis 2-3 jours. Donc, ça y est, ça va démarrer. Le coulage des culées, les culées en béton vont découler. Les poteaux qui vont supporter la passerelle et le montage et le positionnement de la passerelle qui va se faire dans les semaines qui viennent. On essaiera de vous tenir informés du moment où l'engin viendra poser les 34, la passerelle de 34 tonnes, je crois. 34 mètres, 34 tonnes. C'est sûr. Ça fait une tonne au mètre. 34 mètres, 34 tonnes. C'est impressionnant ça. Donc voilà, ça devrait être posé par une grue depuis la RD 53. Ça pose beaucoup de difficultés parce qu'il faudra bloquer la RD 53 et c'est très difficile d'organiser une déviation, un schéma de déviation sur la RD 53. On peut faire des grandes déviations et ça pour quelques heures. Bon, c'est en cours de réflexion, le département pourrait bien le rappeler qu'il faudra bien qu'on vous avertisse. Oui, on vous donnera la date et l'heure. Ceux qui pourront bien voir, parce que c'est. Puis il y aura du monde, parce que 34 tonnes à 3-4, on va peut-être donner un petit coup de main. Oui, on va donner un petit coup de main. Donc voilà, cette passerelle, c'est parti. Dans la foulée, on va attaquer les travaux du bourg de Trois-Gaux. Donc ça y est, c'est parti. Les premières réunions de mise en place du chantier ont été organisées. Le chantier va démarrer fin du mois. Le 26, Martine, dans le mois, le 26 29 novembre. Voilà. Le 29 novembre, les engins arrivent pour 3 mois. Au moins 3 mois.
S'il n'y a pas de neige, il n'y a pas trop d'intempéries, il n'y a pas que la neige, mais il peut y avoir beaucoup d'intempéries. Mais enfin, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, on est très lié à ces problèmes d'intempéries qui peuvent retarder facilement les chantiers. Après 3 mots, dans la foulée, on va revenir sur le site, sur la RD 53, pour aménager la voie douce, qui va passer donc derrière les artisans, et qui va donc arriver sur le site de l'ancienne distillerie, pas l'ancienne distillerie. Donc dans la foulée aussi, nous allons aménager simplement, mais nous allons aménager quand même le parking, un espace prioritaire où on va structurer une 50aine de places en parallèle de la route, sur la partie basse, au pied du talus. Et puis après, il restera une zone de stationnement non organisée, mais qui pourra être organisée au coup par coup, pour stationner jusqu'à 150 voitures. Et notamment, tout en change. Mais on va vraiment organiser 2 bandes de 25 voitures. Je pense que ça devrait suffire. Donc ça va se faire aussi alors là on sera en janvier, février. Et puis parallèlement à tout ça, il va y aussi avoir ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le réseau de transfert des eaux usées qui va se mettre en place, et un peu plus loin, la STEP qui va démarrer aussi. Mais ça, c'est la compétence à l'eau, mais ça ne va pas que quand même. Et puis il y aura donc l'effacement de la HTA, l'effacement de la BT, et puis voilà. Tout ça va trouver en même temps. Donc ça va nous amener à la fin de l'année, début de l'année prochaine, et puis on verra les programmes de travaux qui viendront ensuite. Pendant ce temps-là, on n'y pense pas, on n'en parle pas, mais il y a un chantier qui avance aussi, c'est le gymnase. Vous êtes passé par là, ou si vous y passez, on peut voir qu'aujourd'hui c'est dans un rôle d'état. Enfin, c'est démoli. Il n'est pas utilisable en retard. La démolition, c'est terminé. Bon, là, on n'est pas trop appliqué, on y va un peu de manière aléatoire au réseau chantier parce qu'on est bien qu'on a chargé. Mais bon, c'est une compétence à l'eau et ça c'est. Là, il y a besoin de bassine. Non. Il y a des murs qui sont restés. C'est assez impressionnant. Qui sont étayés, bien étayés. Par les étés, on se demande pourquoi ils sont là. Oui, non, mais c'est excuse. Oui. Les ventes dans le marché, C'est c'est plus cher, ils auraient mis par terre, ça aurait été moins cher. Mais bon, comme ça s'appelle la rénovation d'un gymnase, vous gardez des murs. C'est pour avoir des subventions supplémentaires. Oui, j'ai compris. C'est un recyclage de la bâtiment. C'était un chantier de rénovation. Voilà, moi je vais terminer pour le tour de réseau, sauf s'il y a des questions précises. Merci. Puisque tu as parlé, je voulais évoquer le cinéma. Je voulais savoir où en était le cinéma. Parce que apparemment, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était le 18 juin qu'on était allé visiter la salle de Tessy-sur-Vire. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, mais c'est vrai que il est prévu une visite qui aura lieu dans assez rapidement. On n'a pas la date encore de la visite. Ouais, deuxième visite, parce qu'en fait, on devait visiter normalement le cinéma de Vidéo. Oui, c'est ça. Et en fait, ils ont un gros problème de dégâts des eaux il y a 6 mois, et en plus, il y avait le Covid aussi qui s'est à ça. Donc, c'était bon, on ne peut pas visiter ne peut pas quand même déjà faire un appel d'offres de maître d'œuvre. On avait dit qu'on va revisiter un deuxième équipement. Oui, certes, enfin bon. Non, mais on a perdu du temps, donc c'est clair. On lance rapidement maintenant la visite à Vigueux, et puis suite à ça, il faut que le projet avance. C'est vrai que, bon, on a été aussi un petit peu submergé par plein de projets qui arrivent en même temps, donc c'est vrai qu'on avait commencé assez dardard, du coup on a mis un peu en stand-by. Il va falloir qu'on le relance dès aussitôt que la visite sera faite. C'était chaud, quoi. Non, mais c'est vrai. On a traîné un peu là. Et donc, on relance même s'il n'y a pas, on n'est pas à quelques mois près maintenant, mais il est temps qu'on avance quand même parce qu'on sait que quoi qu'il en soit, c'est un projet. Si tout se passe bien, il ne sortira pas de terre avant au moins un an et demi. De toute façon, il faut qu'on avance. On est bien d'accord. Donc, ça, c'est noté. Merci. On définisse le projet suite aux visites, quand même, pour faire ça entre l'existant et les visites qu'on peut faire pour définir le projet. Bien sûr. Donc, ça, c'est le groupe de travail. Ça réunira aussitôt la visite.
Alors, donc, changer radicalement. ouais, boostons comment cette visite, de façon à pouvoir lancer après le groupe de travail d'ailleurs, c'est bien son rôle, comme dit Alain, c'est bien de proposer des solutions et proposer aussi un niveau d'intervention. Et ça, moi, je ne peux pas en parler pour le moment parce que c'est des choses qu'il faut que le groupe de travail propose et après on discutera bien sûr en conseil municipal. Et le message est passé, il faut qu'on avance là-dessus. Peut-être de la parole à Kenneth. Moi, par contre, Oui, pardon, excusez-moi, je t'en prie, oui. une question par rapport au jardin de la gare, et on avait parlé d'une structure pour des enfants, enfin pour les enfants, notamment potentiellement dans les 7-10 ans en fait, savoir comment est-ce qu'ils sont nés, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait, enfin, Alors, Martine va. Je pense que c'est Alain ou Martine. Il y a de la décision. Il y a beaucoup de Oui, les compléments d'équipement pour la catégorie d'âge. oui, pour en gros, cette C'est dans la même situation que le cinéma. D'accord. Non, sauf qu'on est un petit peu dans la même situation, sauf qu'on a quand même, on a quand même travaillé, on a demandé des devis, des choses comme ça. Oui, Et on est resté assis quand on a vu les montants. Il n'y a pas un jeu à moins de 20-25 000 euros. Donc il faut qu'on revoie un petit peu le volume. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément la demande. On a été plus ambitieux que ce qui nous était demandé. En gros, ce qui est demandé, c'est une balançoire, des balançoires et. Il joue les. Un balançoire et tout le ballon. Effectivement, il faut qu'on revoie notre la voilure. On a été plus ambitieux, on s'est dit on va essayer de mettre plutôt des jeux ou des installations plus créatives, plus intéressantes. Et puis en fait non, financièrement on peut pas. Donc on est resté sur notre déception par rapport au prix. Maintenant c'est tout ça. Alors il y a encore une question qu'on n'a pas répondu, c'est où on va les mettre. Et là il y a deux écoles là-dessus. Il y a plutôt la mienne qui est de dire il faut les mettre sur l'espace vert un peu en haut, là où il y a une voie dans le milieu, puis il y a deux espaces verts de chaque côté. Plus près des chèvres, là, sur l'esplanade là, c'est vrai. Et puis il y a l'autre école de dire on va les aménager en supprimant une table ou deux de pique-nique, et on va les mettre là. Donc voilà, on n'a pas tranché. On n'a pas tranché. Et a priori, la tendance, ça serait plutôt de dire plutôt là-haut avec les chèvres. Alors, ça éloigne les enfants, des parents, s'il y a des petits gamins qui sont sur les petits jeux. Les parents au table, on a une visibilité vraiment des chèvres jusqu'à donc c'est top. Donc, je pense que Laurent, il faut qu'on reprenne ça. Je pense qu'il faut qu'on revienne à des équipements simples. C'est balançoire toboggan. C'est balançoire toboggan. C'est vraiment la 7-10 ans. C'est pas pour les. Voilà, les. C'est nous, on s'était donné un niveau d'exigence plus important, et puis en fait, on était un peu déçus vu les tarifs. On pensait des choses encore d'un, un kilomètre, tout ça qui intéresse bien les gamins, mais il faut raison garder. Donc, on ressort le dossier. Il faut le mettre dans le printemps. Et moi, j'avais mis un message à Jean-Christophe aussi des rages à vélo. Voilà, des barres pour les enfants. Oui, ça fait très vite. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus cet été, pour l'ado notamment, et qui ont accroché leur vélo sur les poteaux. Alors il y a des trucs déjà au niveau des bancs. Ils ne peuvent pas attacher les vélos. Ah oui, d'accord. Et il y en a 4. Oui, non, c'est des racks à vélo. C'est tout simple, la commande est passée. Ouais. La commande est passée, on attend la livraison pour les monter. On ne sait pas trop. Et même il y a des gens qui. On va les mettre, mais on est avec, on travaille là-dessus avec le directeur de service technique, Vincent Gros, qui connaît bien le sujet. Je pense qu'il a passé commande de rack, tout simplement. Ah oui, mais rien de. Rien de très onéreux et très difficile à mettre. Et même parce qu'il y a des gens qui viennent aussi au jardin de la gare en vélo. Ça c'est fait, c'est commandé, on les attend. Juste pour donner une ordre d'idée pour les jeux, quand vous voyez sur les décisions du maire par délégation, il y a le remplacement de l'aire de jeu de l'école de Lignerolles. C'est tout simplement un tout petit toboggan. Il a 8 000. Vous avez vu mon temps? Ah oui, d'accord. C'est écœurant. C'est tellement normé.
Pour les enfants, c'est des prix, bah oui, c'est des prix exorbitants. Et puis je vous raconte pas aussi derrière l'entretien pour parce que même le prix du sol parce qu'avec ça ils ont oui, il y avait le prix du sol. Oui, mais quand même, il faut bien. C'est très très cher, très très cher. Et en plus, il faut le suivre régulièrement parce que certains les ressorts, vous savez, les ressorts des fois quand il y en a, sont faits de façon à ce qu'un enfant puisse passer la tête à l'intérieur, ni se faire compresser. Enfin, c'est absolument incroyable et régulièrement il faut passer pour voir si les boulons ne sont pas. Enfin, c'est une responsabilité très importante, ça, les enfants. Et quand vous voyez les montants, effectivement, je crois qu'il était Le sol, après, le sol en milieu de oui, d'accord. Oui, non, c'est un seul. c'est juste oui, il y a le salopette et le château. Oui, c'est toujours, c'est vraiment. C'est pas compliqué. Mais dans le prix, c'est certainement le sol. Merci. Pierrette. Alors, juste quelques mots sur le CCS. Nous avons fait le CCS le 19 octobre et c'était juste pour vous informer qu'il y a des travaux à la Montelière. En fait, la salle à repas et activités de la Montelière est un petit peu petite et il y a un salon derrière. On a prévu de casser le mur qui devait faire le bout. Je pense que le mur est tombé aujourd'hui. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. Et ça permet aussi de mettre plus de salles parce que la Montelière est au complet. Nous avons 20 résidents aujourd'hui, même si je le connais, ça ne prend pas grand-chose. Nous avons 20 résidents aujourd'hui, ça permet de les installer un petit peu avec plus d'aisance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la Montelière? Comment Alain et Martine sont passés, j'ai fait signaler aussi des attestements de terrain tout autour de la Montelière. On devrait s'occuper de ça ça pourrait être une grosse partie de travaux médians. Je ne sais pas si vous avez circulé, ou si vous avez l'occasion de circuler autour de nos tous les enrobés qui ont été faits au moment de la construction sont très 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 dégradés, c'est-à-dire que ça s'est effondré partout, quoi. Il y a des endroits où même le niveau est descendu de plus de 10 cm, avec des variations de moins 5, moins 10, voire moins 15 cm. Des trous, c'est. Mais alors, là, on est un petit peu expectatif parce que, vu l'ampleur quand même de la zone qu'il va falloir rénover, c'est un coût qui va être prohibitif. Et puis aujourd'hui, c'est pas accessible par les engins, parce qu'il faut c'est derrière. Je ne sais pas s'il va falloir casser tous ces vieux enrobés, ces vieux enrobés qui sont défectueux, à la main, à la pioche, et puis les charriers à la brouette. On a mis des pelles, oui, mais enfin, ça va être compliqué. Donc nous avons. Là, il faut faire une expertise, on ne peut pas demander un prix comme ça à une entreprise de votre point. Donc il faut quand même qu'il y ait un maître d'œuvre qui fasse un peu l'expertise de ça, pour savoir, en fait, il n'y a pas que le fait de tout enlever, c'est qu'il faut ramener après, et il faut stabiliser, entre deux, il faut ramener sur un sol très stabilisé, bien compacté. Mais c'est vrai que c'est dangereux. Mais c'est dangereux, et ça va coûter cher. Bon, nous voilà prévenus. Après, il y a aussi le social sur la commune. J'ai fait un petit point que je vais continuer demain avec Sophie. Je vous informe que c'est compliqué. On a, avec le recul, on a les effets du confinement. Et les gens viennent nous voir parce que les difficultés sont là, mais il y a sur la commune la souffrance de cette solitude. J'ai jamais eu autant de demandes pour venir à la Montelière pour casser cette solitude parce que les gens se retrouvent trop loin. Les dernières entrées sur la Montelière sont des personnes de la commune. Entre Condé et on a fait fort tout de suite sur Poigo. Oui, c'est vrai. Sur Poigo, on a fait fort, on a pas mal d'entrées. Et les Maoul et un couple de Condé. Ouais, on se rend compte que la Covid, c'est seulement maintenant qu'on se rend compte des dégâts qu'il y a pu y avoir sur l'isolement en général, même l'isolement au travail, qui a été compliqué aussi pour tout le monde. Et bon, en plus, la période de baisse de lumière, d'arrivée de l'hiver fait que tout ça est. On sent qu'il y a une sorte
Il y a une inquiétude aussi, Oui, je pense que les gens appellent au CCS pour, enfin, parce que discuter. Ouais, Est-ce qu'il y a des rassemblements on avait un club avant. Ah si, on fait le troisième âge. Ça a toujours lieu. Ouais, et fonctionne. Ça dit maintenant, mais ça a repris fin septembre. mais je crois pas, ça remonte crescendo, parce que on l'a vu d'ailleurs au repas des anciens où les gens étaient très contents de se retrouver, mais on a senti aussi une sorte de retenue parce que les gens sont encore relativement inquiets. On a du mal à faire revenir les gens, ce qui peut être normal, puisque, regardez, on commence à se retrouver à nouveau. L'été dansant, par exemple, comme tous les mardis, enfin une fois par mois, se recommencer depuis le mois de septembre. Mais il y a, quand on voit ce qui se passe actuellement au niveau national, les gens vont encore à nouveau se replier un peu, il y a toujours cette peur. Donc on a vraiment besoin, tu as raison Esther de dire, il faut que les gens puissent se retrouver aussi. Passer des moments ensemble, c'est très important. En sport, pour les licences de plus de 65, ils sont à moins 30%. C'est la moyenne. Et c'est vrai que ces clubs faisaient partie du moyen qu'une fois ou deux par semaine de se retrouver, ne serait-ce que ça, se retrouver. Et là, c'est plus forcément le cas. Bon. Donc nous-mêmes, en tant qu'élus, n'hésitons pas non plus à aller voir les gens, parce que ça fait partie, c'est aussi important de garder... Ça se ressent parce que les activités qu'on propose à la Montpellier, dès qu'il y a une sortie, on a plus d'une douzaine de personnes qui répondent présentes. Vraiment besoin. Alors que moi, quand je suis arrivé juste avant lui, il n'y avait pas besoin de sortir. Bien, merci Pierrette. Emmanuel, juste une info. Dernier conseil municipal, on avait sollicité pour l'aménagement de la mairie de Miro une subvention de l'ETR de 40%. Et on a eu une bonne nouvelle, donc on a eu 40%, enfin la confédération pour avoir 40%, donc on a levé de 31 000 € pour la rénovation, enfin l'aménagement de la mairie, de l'ancienne mairie en logement. Voilà. Ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Merci Manuel. Ok. Enfin des bonnes nouvelles, les enfants qui rentrent. Et en fin de compte, on est terrible. Dès qu'on parle d'argent, ça nous fait tous rire. Quand on dit à parler d'argent, c'est quand même sympa, ça, on voit que tout d'un coup l'humeur revient. Surtout quand c'est plus grand. Surtout quand c'est Merci Emmanuel. Martine, dis-nous tout. Dernière réunion du petit groupe d'éco-citoyens, donc c'était le 20 octobre, je crois, je ne me trompe pas. Donc ça avait été décidé aussi, on en avait parlé en début d'année avec Madame Beaujolais, de faire des genres de sapins. Elle voulait des décorations de Noël. Oui, c'est vrai. Elle voulait que Noël soit un petit peu plus animé, enfin plus agréable à vivre pour les enfants. Que les enfants prennent part, justement. Que les enfants prennent part. Donc, à ces réunions-là, j'avais convié Vincent Bon, qui est donc responsable de service technique, et qui a pris carrément le projet en main, qui se débrouille de trouver des matières recyclables, enfin tous les matériaux, palettes, rondins de bois. Les ateliers vont préparer tous ces matériaux-là pour avoir après 4 demi-journées où les enfants pourront venir déjà découvrir les ateliers, voir ce qu'est aussi le travail de l'agent technique, et aussi faire des peintures sur ces fameux sapins. J'avais quelques... Des sapins, il y aura des sapins, il y aura des sapins, neige, des Père Noël. Et le traîneau que Catherine a dit, de toute façon, qu'il n'y a pas de traîneau. Ah, bon, voilà, il faut un traîneau. Il n'y a pas de Noël sans traîneau. Mais quand même. Donc c'est... Il y a peut-être de la Noël sans neige, mais pas sans traîneau. Voilà, c'est 4 demi-journées, donc c'est 1, c'est 2, c'est 1, c'est 1, 2. Les parents seront conviés, les parents qui voudront venir accompagner seront conviés, même des personnes de l'extérieur. Et puis voilà, donc on a prévu peut-être un petit goûter pour les enfants. C'est bien, c'est une bonne initiative ça, et puis pour le coup c'est vraiment sympa parce que on peut remercier les services techniques qui ont tout de suite répondu à l'appel parce que je crois que tout le monde va s'éclater dans ce truc-là, c'est très bien. Tout le monde a vraiment, tous les agents ont vraiment participé, et même participé.
Et c'est aussi l'ouverture des ateliers, parce que on les prend souvent en train de ramasser des poubelles et tout ça, et autre chose, et ils veulent faire connaître leur action, et je trouve que c'est bien. Et du coup, tout ça, ce sera mis en décoration dans la cour des primaires? Non, pas dans la cour, Non. dans l'école. À l'extérieur. Ah oui, comme ça, tout le monde pourra Voilà. Tout le monde pourra bénéficier. Joli quand on arrive. Bah oui, oui, c'est sympa. On va faire des choses un petit peu, vous savez, comme il y a, en moins bien, parce que c'est pas raconté, mais comme il y a à Agneau, vous savez, où ils ont fait seulement. C'est un peu, c'est quand même, on part un peu sur ce. C'est un peu intéressant, je crois, où il y a. Du coup, j'ai une question par rapport à l'emplacement qui est très bien, mais est-ce qu'il y a un truc type anti-vol de prévu ou Ils seront fixés. Ils sont fixés, ça. Ils seront fixés. Ouais, déjà, Parce que il y a bien trois personnes qui vont. Non, moi, à Agneau, il y en a qui avaient des Oui, il y a un agent qui a travaillé avant à Agneau, Mais oui. on se méfie. Mais oui, c'est vrai, effectivement. Et l'idée, c'est d'en mettre également à l'école maternelle. Bah oui, auprès du comme CEP. ça, que tout le monde puisse en profiter. Bien. Non, mais c'est bien ça, merci Martine. On va passer par là. Ah, maintenant il y a un micro là-bas. On avait plus de place. Là, Il y avait plus de place. Moi, donc, chez moi, donc, repas de nos seigneurs, 321 personnes. Donc, c'est ce qu'on avait culturellement à trouver en général, sans les autres communes. Donc, pour une reprise, c'est partout pareil, donc on est même très contents. C'est bien passé. Animateur un peu space, mais. Et il reprenait aussi, je pense qu'il a eu Je vous avoue franchement qu'à certains moments, j'allais le voir pour lui dire musique. J'étais un petit peu gêné parfois. Vous voyez, c'est ça. Entre nous, c'est pas très grave, mais là, devant tout le monde, c'était un peu graveleux parfois quand même. Bref, donc savoir aussi qu'on a remis les récompenses pour les maisons fleuries, donc c'est fait aussi. On avait 17 participants. C'est pareil, on a un petit noyau dur, hein, mais alors ce qui est marrant, c'est qu'on a des nouvelles personnes, des nouvelles têtes. Oui, c'est bien, les jeunes. Des jeunes personnes, ça c'est trop. Donc voilà, bon, je ne désespère pas d'augmenter un petit peu ça, mais bon, on le maintient, c'est déjà bien. Et puis les gens étaient contents d'être là. Ouais, c'est vraiment les. Donc, prochaine étape, effectivement, le Téléthon le 4 décembre. Donc, j'aurai besoin de toutes les bonnes âmes qui veulent nous donner un coup de main. Sachant qu'on a diminué un petit peu les horaires, on fera un village plutôt de 10h à 15h, 15h30. On va concentrer sur le midi. Pareil, il faut lancer les assos parce qu'on a un peu de mal à les faire répondre. Et quand maintenant, j'ai formé l'individuel, on arrive à avoir des réponses. On va faire quelque chose de sympathique. Donc, avec la vente, effectivement, d'objets. Avec une partie aussi animation avec nos associations habituelles. Là, j'ai une demande aussi pour des scénettes de théâtre hier, donc sans bougeotte. Voilà. On a remis en route les grilles Téléthon à vendre avec des cases à 2 €. Donc là, je fais la communication, je vois Alix lundi prochain pour lancer les affiches. Et puis, si vous le souhaitez, moi je vous envoie la grille, vous pouvez l'avoir directement sur votre mail. J'en ai imprimé une si vous voulez, autrement j'en ai imprimé à l'accueil la même. Donc n'hésitez pas à faire sur le guichet. Plus on vendra de grilles, plus l'aspect financier, mais c'est aussi un soutien au commerce, puisque le gain de la grille, c'est un bon d'achat de 10 € chez nos commerçants. Donc voilà, ça fait marcher aussi un petit peu le bourg, et c'est le principe du jeu sur cette fin d'année. On va voir les commerçants lundi pour organiser les fêtes de fin d'année. Ah oui, ça va, il y a ça aussi qui va Donc, arriver. les fêtes de fin d'année, il y aura aussi le traditionnel arrivée du Père Noël. Donc on ne sait pas trop, mais on vous dira ça lundi, parce qu'ils ont fait des choses de leur côté, on se rend compte pour profiter de tout ça. Donc voilà, et on est déjà en train de préparer les vœux, parce que ça va venir aussi vite. Donc ça bouge, il y a un fond des mains en route, il y a un petit peu de boulot. Très beau spectacle Condé à venir, hein, Monsieur Jourdan, qui fait une résidence à Condé Espace, et qui donc sera 5 jours à Condé Espace avec nos techniciens, pour mettre au point son spectacle avant de partir. Après, la première sera à Condé le vendredi 19, 20h30.
Donc ça peut être sympa, sachant que la contrebasse, vous connaissez, ça a déjà été fait par Jacques Dugrand, entre autres. C'est toujours un Jacques. C'est un Jacques, oui, non. Mais ça peut être pas mal. Après, pour la partie culture, on va laisser la place à Sylvie. Merci. Ah oui, alors, regarde, ça c'est avec, effectivement avec Cyril, le CVA, on relance aussi le concours des maisons illuminées sur la fin de l'année. Ça avait très bien marché l'année dernière, 24 et 25 inscrits pour la première année, donc on se dit que c'est trop compliqué à organiser. C'est bien, puis c'est notre façon à nous de marquer la transition. Ça nous fait sortir la nuit, on se promène, si vous voyez la nuit à 3-4, c'est nous. Que les il faut bien qu'on ait à faire des photos un peu particulières. Merci Eric. Là, je crois qu'on va continuer. C'était juste pour la prime. Donc, côté culture, bien le 28 septembre, nous avons accueilli un spectacle du théâtre Le Préau qui s'appelait Marline, ma grand-mère et moi. C'était une très très belle prestation, un très beau spectacle. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal au départ à m'y mettre, et puis au final, non, franchement, vraiment très très bien. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on est espace revue. On retrouve un peu de public sur nos spectacles, et notamment celui de Zumain qui a eu lieu le 22 octobre dernier, où on a accueilli 118 personnes. Voilà, c'était très très bien. Enfin, les avis sont partagés. On a vu que nous avons eu un débat virulent. On va dire violent, c'est ceci. Non, mais c'est très intéressant ça. C'est là qu'on se rend compte que ces spectacles interpellent, puisqu'on apporte tous la même façon, la même vision des choses que l'on voit. C'est intéressant. Mais non, c'était très bien. Et puis les deux artistes, comédiens, étaient vraiment très accessibles après le spectacle. Il y a eu un temps d'échange avec le public et franchement, c'était vraiment très très bien. Le 30 octobre, samedi, donc il y a eu 8 jours déjà, oui. Il y a eu un spectacle, pas il y a 8 jours, mais samedi dernier, il y a eu un spectacle de magie organisé par les filles à la médiathèque. Donc elles ont dû refuser du monde, tellement il y avait de la demande. Elles ont accueilli une centaine de personnes, 5 enfants et 2 parents accompagnants. Donc ça fait du bien aussi, les filles étaient vraiment très très contentes. Et en parlant médiathèque, je voulais vous annoncer l'arrivée de Julie Hermis. Julie avait postulé pour remplacer Patricia Hulot à l'époque, et puis nous n'avions pas choisi sa candidature. C'était Camille qui avait été prise, et puis il s'est avéré que Michel quittait aussi la médiathèque. Et on avait besoin de personnel pour assurer toute la partie vente de la rentrée, notamment tout ce qui est vente de cartes kiosques et tout ça. Et Jean-Christophe avait appelé Julie pour venir en renfort, elle avait accepté. Et il s'avère qu'elle faisait tellement bien son travail qu'on lui a proposé un poste puisqu'il fallait une 3e personne. Et donc Julie est entrée au sein de la commune et de la médiathèque depuis le mois de novembre. C'est novembre, vraiment qu'elle a démarré. Voilà, elle a été nommée en 1er novembre. Donc on lui souhaite la bienvenue, et donc voilà, une nouvelle équipe commence à la médiathèque, puisqu'on avait des gens qui étaient, des personnes qui étaient là depuis très très longtemps. Ça fait bizarre, mais bon voilà, c'est la vie, et puis elles ont l'air de très très bien s'entendre, elles font du très bon travail ensemble, donc c'est très bien. Si on a la chance d'avoir des personnes qui ont autant comment dirais-je, d'idées aussi, et autour du livre en général et de la culture, bon, ça va être très sympa. Une très très belle équipe. Merci Sylvie. Moi j'ai repris le micro juste pour vous dire, j'ai oublié quelque chose. Le 11 novembre sera un 11 cette année. Et donc le 11 novembre, nous avons un rassemblement sur la place à 11h15 avec des filles habituelles et puis un vin d'honneur. Parce que je sais qu'il y a eu un oubli sur l'invitation. Il y a bien un vin d'honneur. Il y a bien un vin d'honneur. Et nous irons, Sylvie, moi-même, Martine et Emmanuel également,
fleurir les deux autres monuments, puisqu'en fait, il y a une messe cantonale à Saint-Amand, donc on va se séparer le matin. Monsieur Laurent ira à Saint-Amand et nous irons sur les monuments à Trois-Beaux, à Méniraoul, donc Trois-Beaux 10h et Méniraoul 10h30. C'est-à-dire en descendant. On va y arriver, on va y arriver. On faisait un circuit un peu bizarre. On n'avait pas tous les mêmes lieux aux mêmes horaires. On a qu'à se croiser sur la route à un moment donné, mais bon, c'est embêtant pour ceux qui veulent venir. Donc, si vous entendez autour de vous, j'avais envoyé des invitations via l'école à 20h. Oui, ça c'est important aussi, les écoles. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Yes. Merci. Bien, merci. Et la non, elle a peut-être pas. On a peut-être Non, mais c'est pas grave. notre rendez-vous avec Yoda, peut-être d'en parler justement pour cette première. Oh oui, c'est lundi ça. Comme quoi, on est vraiment. Merci Martine. Comme quoi, c'est là qu'on voit la force d'une équipe. Et que, heureusement que certains pensent pour moi. C'est lundi, c'est lundi. Voilà, mon Dieu. Lundi prochain, nous sommes invités à l'abbaye aux Dames, donc à Caen, pour recevoir, on l'a reçu le courrier il y a 2 jours, 3 jours, c'est tout récent, pour recevoir une première fleur pour le fleurissement de la commune. Voilà, ça récompense tout le travail qui est fait par nos agents, parce que là, il ne s'agit pas de mettre en avant chacune et chacun des personnes qui participent au concours des maisons fleuries, c'est vraiment la commune qui va avoir sa première fleur. C'est quand même assez important quand même en termes d'engagement. Et donc on le reçoit lundi prochain à 15h à l'abbaye aux Dames. Donc nous y allons à plusieurs et puis on emmène bien sûr les agents à nous de façon à les remercier aussi les agents pour le travail qu'ils font au sein de la commune. Donc si certaines et certains ont la possibilité... C'est un temps de la vie aux Dames, alors une fois sur place au parking, on s'est fléché, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, s'il y a des gens qui souhaitent y aller, il ne faut surtout pas hésiter, au contraire. Je sais que moi j'y vais, Martine qui va, Eric nous rejoint directement là-bas. Et s'il y a des personnes qui souhaitent venir avec nous, il ne faut surtout pas hésiter. Si vous avez l'occasion, le site est sympa, la vie aux Dames, c'est vrai que c'est assez solennel, mais c'est très bien pour la commune en tout cas. Le maximum c'est 4 fleurs. Non, je crois que c'est 4. C'est vraiment c'est 4 fleurs. Enfin, je te dis, c'est bien quand même parce que là, c'est la première qu'on a. C'est déjà. C'est bien. Donc voilà, merci Martine d'avoir corrigé cette oubli. Après, il y a du blanco sur la fleur, c'est vraiment pas sérieux. Non, mais t'as raison, parce que ça oblige aussi à avoir. En fait, on a été quand même longtemps, et on discutait souvent avec le jury, et on remerciait les services techniques, parce qu'il y a le fleurissement, mais il y a aussi la propreté de la commune. Et cette année, il y a eu, à mon avis, une grosse amélioration. Bien, c'est important de le signaler. Je juge aussi cet aspect-là. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que, alors, tu as raison de le dire, parce que derrière cette fleur, il y a non seulement l'ensemble des espaces verts de la commune, le fleurissement, mais c'est aussi l'accueil. Et l'accueil de la commune, il passe aussi par la propreté de la commune. Donc, il y a ça aussi qui est important. Juste pour information, vous avez un petit document dans votre dossier sur le covoiturage, l'application de covoiturage, qui s'appelle Caros, qui a été lancé par Saint-Loagno pour pouvoir, encourager le covoiturage sur l'ensemble de notre agglomération. Donc n'hésitez pas à le faire savoir, parce que c'est vrai aussi, c'est vraiment intéressant ça, le système de covoiturage. C'est vrai, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Et puis voilà, nous sommes arrivés au bout du conseil municipal. Y a-t-il des questions diverses? Oui, Cyril. Alors, j'ai été surpris qu'on ne soit pas informé du départ de Bertrand, le directeur du quartier. Et moi, j'étais interpellé. On avait parlé la dernière fois? Oui, on l'a dit. D'accord. Mais moi, j'avais été informé déjà. Non, excusez-moi, du coup, j'ai eu un doute. Je crois qu'on l'a vu au dernier conseil municipal. Non, non. Pardon, autant pour moi, je n'importe quoi. C'est un mail qui a été fait pour l'ensemble du conseil municipal. Non, on l'a reçu.
Sur Facebook. Avant tout, Non, en donc même temps que tout, non. Non, il s'est passé avant sur Ah non, non, mais on n'a pas eu. Sur Facebook. L'annonce de renseignement est passée sur Facebook avant qu'on ait reçu le mail. Ah oui, c'est nos externes. Ah oui. c'est largement après la peut-être la copie de l'annonce a été. En fait, il y a eu l'annonce sur Facebook, et quelques temps après, on en a dit que c'était Vincent, mais parce qu'on a reçu le mail, mais voilà, moi je sais qu'il était. Moi j'ai plein de monde qui m'ont envoyé des messages, mais on n'explique pas, quoi. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ouais. C'était l'annonce du poste. D'accord, mais ça y est, oui, quand c'est comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Alors, donc, voilà, non, donc vous le saviez en fait, il n'y a pas de souci. Bien. Comment, y a-t-il d'autres questions diverses? Moi, je voudrais Oui. Alors, ça fait. Je ne sais pas si tu fasses mes questions, mais ça fait plusieurs fois au moins 2 fois qu'on me remonte une information. Les gens trouvent très bien le principe qu'on filme le conseil municipal pour pouvoir le revoir en replay sur Internet et tout ça. Le souci qu'il y a, qu'on va plusieurs fois remonter, c'est qu'on n'entend pas du tout les personnes autour quand ils n'ont pas de micro. Mais vraiment, apparemment, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir le c'est vraiment assez désagréable parce que tu réponds à des questions que les gens n'ont pas forcément entendues. Et j'ai fait attention ce soir, d'autant plus qu'on est plus serré, et ben on se parle encore moins fort. On se parle, comme moi et Simon, on va se parler comme ça. Et du coup, je pense que ça s'entend encore moins. On le verra à ce moment-là, peut-être. Donc, je vais vérifier. Les micros sont pas branchés. Ouais, parce que là, c'est un petit peu comme ça, et clairement, Non, mais après, comme on a vu dans la page des fêtes, on veut de rebrancher les. Eh ben, les fêtes, on Oui, n'entend pas. après, il faut juste se guider à prendre les micros, des compas. Ça va être plus ça, après. C'est officiel. Alors, pour le coup, nous ne remercions pas Nathalie de nous dire ça en fin de conseil municipal. Donc, dès maintenant, je tiens à m'excuser auprès de l'ensemble des habitants de Condé-sur-Bière qui vont vouloir réécouter ce conseil municipal. Donc, je compte faire mieux la prochaine fois. Donc, mon micro ne marche pas, donc une raison de plus. Mais les gens verront quand je m'adresse à eux, donc voilà, mais désolé, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Oui. Je vais poser une question, je sais pas si on va entendre. Mais c'est filmé, c'est depuis le Covid en fait. Avant, c'était pas filmé les conseils municipaux. Les gens pouvaient venir. Oui, non, mais les gens peuvent revenir. Alors pourquoi on continue à filmer du coup? Parce que ça incite peut-être les gens à pas venir. Ah, c'est pas faux. Mais c'est une vraie question. C'est une question, ça. C'est une question parce que tu fais bien d'en parler parce que on a vraiment eu l'impression ce soir qu'on est vraiment dans l'entre-soi. Vraiment là, d'abord, en plus, on n'a pas de journaliste ce soir, ils se sont excusés, ils ne pouvaient pas être là ce soir. Et du coup, oui, c'est bon, voilà, c'est partie des choses. Si les gens ont le droit de venir, il n'y a pas de problème. Ah, mais complètement. Après, ça peut peut-être toucher un autre public. Non, il faudrait que ce soit complémentaire plutôt qu'à la place d'eux. Oui, d'accord. Alors, actuellement, on fait pas du live. Les vidéos est diffusée 2-3 jours après le conseil. D'accord. Tout de suite. Bon, ok, non, mais c'est des réflexions, ça, effectivement, auxquelles on n'a pas forcément pensé. Oui, d'autres questions diverses? Non, très bien. Écoutez, merci. Bonne soirée. Le prochain conseil municipal sera au mois de décembre. Je crois qu'on a déjà donné la date. Le 14 décembre, hein, donc le prochain conseil municipal. En attendant, vous avez vu, il y a plein de choses qui vont nous rassembler avant ce. C'est ce qui me semblait, ça me paraissait bizarre aussi, moi. Je rame, quoi.